Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette nouvelle édition sur la télévision Burkina Info. À la une de l'actualité, c'est la crise qui prévaut au sein de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement Deuzieu. Les travailleurs dénoncent le non-respect des engagements pris par les deux parties. Les militaires radiés de 2011 annoncent la suspension de leur lutte pour leur réinsertion dans l'armée. Désespoir ou lassitude, la réponse dans cette édition. École de santé au Burkina, le gouvernement compte mettre l'accent sur l'harmonisation des formations. Et nous débutons ce journal avec la crise aux deux yeux. Toujours pas d'issue dans cette crise qui perdure. Le FSINTER dénonce le non-respect des engagements pris par les responsables de l'Institut et les autorités burkinabées. Ce syndicat accuse la direction générale du Deuzieu de revenir sur les licenciements, la réduction du salaire d'employeurs. Et pour les syndicats, le directeur général du Deuzieu, Amadou Maïga, doit simplement démissionner. Des détails avec Hassan Nakro. La crise à l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement Deuzieu a refait surface. Après 2 mois de silence, les travailleurs de l'Institut, soutenus par le syndicat de l'éducation, le FSINTER, sortent pour dénoncer le non-respect des engagements pris par le directeur général du Deuzieu lors de la concertation avec le gouvernement de la transition en décembre 2015. Ces mesures se résument en 4 points majeurs. Le gouvernement s'était investi pour proposer des mesures conservatoires. Ces mesures conservatoires consistaient à la levée des licenciements de 16 travailleurs, dont tous les délégués syndicaux et du personnel, la levée du blocus que les travailleurs avaient fait sur la direction et empêchait pendant 3 semaines tout membre de la direction d'y entrer, et de réunir le conseil d'administration dans un délai de 2 mois, et enfin de ne prendre de chaque côté d'engager de chaque côté aucune action qui pourrait donc aggraver la crise. Chose que le directeur général n'a pas respectée, a laissé entendre Mamadou Barro, le secrétaire général du FSINTER. Et s'agissant des moratoires, que chaque partie devait s'abstenir de prendre des mesures qui pouvaient aggraver la situation. Malheureusement, nous constatons que le DG prend de nouvelles mesures, les revenus sur les licenciements. Il a diminué le salaire de certains membres du personnel. Il a déchu certains de leurs postes, tout simplement parce qu'ils sont dans le mouvement de grève. Face à ce bras de fer entre les deux camps, le FSINTER suggère la démission de Amadou Maïga, le directeur du Deuzieu, car selon eux, il a défié l'autorité. Il défie l'autorité et toute autorité. Et c'est ça qui est incompréhensible dans la situation de Deuzieu. Aujourd'hui, le DG de Deuzieu n'est pas la solution de Deuzieu, mais c'est le problème. Par conséquent, il n'y a que sa démission qui peut effectivement remettre les questions à plat et envisager un nouveau départ. Une rencontre avec le ministre en charge de l'eau, ministre de tutelle de Deuzieu, est prévue pour ce vendredi 12 février 2016 avec le personnel et le FSINTER pour échanger sur la situation. Les ministres en charge de l'éducation de la sous-région ouest africaine ont pris part ce matin à un atelier sur le renforcement de l'éducation non formelle. L'activité est organisée par la Fondation Caranta. Les travaux visaient, entre autres, l'harmonisation de l'approche référentielle dans les différents pays. Hassan Nakro, reportage. Trouver des stratégies en vue de renforcer la qualité de l'éducation non formelle dans la sous-région, c'est l'objectif de cet atelier de 4 jours organisé par la Fondation Caranta et qui regroupe les ministres en charge de l'éducation des 6 pays de la sous-région, dont le Burkina Faso. L'ouverture de cet atelier a été faite par le ministre en charge de l'éducation nationale du Burkina Faso. Nos attentes ici, au niveau de la Fondation Caranta, c'est d'appuyer nos pays à définir les meilleures politiques qui soient, en mutualisant nos ressources, nos expériences et bien sûr nos intelligences au service donc de l'éducation des jeunes et des adultes. Pour Jean-Martin Koulibaly, cette formation qu'offre la Fondation a déjà produit des impacts directs sur le terrain. L'impact direct, on peut déjà citer un travail important qu'ils ont fait l'année dernière. C'était la mise en place donc, de référentiels en matière d'intervention dans le non formel. Vous savez qu'on a besoin d'orienter cette approche-là afin que dans nos différents pays, nous ayons les mêmes approches. Vous savez très bien qu'un jeune Burkinabé qui est formé ici
peut se retrouver au Mali ou bien en Côte d'Ivoire pour rechercher du travail. Donc il était déjà important qu'au niveau des référentiels, nous ayons une approche harmonisée. Une approche harmonisée, tel est le vœu du ministre malien de l'Éducation, Togo Keneko Di Barthélemy. Vous savez, le 40 ans, comme le ministre l'a dit, je crois qu'il a pratiquement tout dit, permet de mutualiser toutes les politiques, toutes les stratégies mises en œuvre par les différents pays pour répondre à l'attente des populations en matière d'éducation. Partout, nous avons constaté que l'éducation formelle a fait ses preuves. Et nous avons aussi nos populations qui constituent pratiquement la majorité de nos États, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, qui l'ont quitté très tôt. Or, nous sommes dans un contexte aujourd'hui de décentralisation où nous voulons responsabiliser les populations pour leur développement. Créée en 2000, la Fondation Caranta œuvre dans le domaine de développement de l'éducation non formelle dans la sous-région. Autre actualité, l'espoir des militaires radiés de 2011 d'être réintégrés dans l'armée a pris un coup avec la fin de la transition. C'est conscient de la situation sécuritaire actuelle qu'ils ont décidé de suspendre leur lutte. Ces anciens militaires refusent qu'on les assimile à des déstabilisateurs du régime actuel. Le reportage est de Philippe Ada. Après 5 années passées sous la tenue civile, l'espoir devient de plus en plus maigre pour les militaires radiés en 2011. C'est d'autant plus que la période qui leur paraissait favorable pour réintégrer les rangs de l'armée, parlant de la transition, est passée sans effet positif. Nous avons demandé au président de la transition de nous mettre en contact avec les chefs militaires, la transition et les radiés. L'administration, c'est une continuité. S'il y avait déjà ce contact, on se disait qu'à l'heure, on pouvait continuer les débats pour comprendre. Mais jusqu'à là, on n'a pas de contact. Donc, ça sera difficile pour nous. Aujourd'hui, les militaires radiés ont décidé de surseoir à leur lutte. Une suspension qui se veut pourtant temporaire selon les ex-militaires. Nous vivons dans une insécurité totale et nous jugeons à l'heure actuelle, ce n'est pas le bon moment pour se réunir. Parce que si on a pu nous confondre à des bandits, à des brigands, nous ne pouvons pas donner l'occasion à quelqu'un une deuxième fois de dire que nous sommes mêlés à des actes ignobles. Donc nous mettons une pause pour reprendre dès que le pays sera très stable. En outre, ces militaires radiés déplorent l'attitude du gouvernement de la transition concernant leur requête et pourtant selon eux, des gens qu'ils qualifient de terroristes ont été même mieux traités qu'eux. On a installé une commission qui devait réfléchir sur la restructuration du corps qui est le RSP. Et cette commission, nous n'avons même pas bénéficié en 2011 parce qu'il y a ce qu'on appelle la procédure de conseil de discipline, commission d'enquête, un jugement dans un palais de justice militaire ou civil concernant les fautes commises. Si nous n'avons pas bénéficié pendant que ceux qui terrorisent le peuple, qui plongent tout le monde dans le désarroi bénéficient, ça doit être un poids, deux mesures. Les ex-militaires entendent désormais laisser le temps leur donner raison et espèrent qu'il en sera ainsi et que le droit sera dit pour les faits à eux reprochés. Le rapport 2014 de la Cour des comptes a été remis au président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo. Pour l'institution de contrôle de la gestion publique, ce document permettra au président de l'Assemblée d'avoir un large aperçu des comptes de l'État et de l'exécution des ressources. L'audience a été suivie pour vous par Doumadié Guel Rodrigue. Après le président du Faso, c'est au tour du président de l'Assemblée nationale de recevoir le rapport public 2014 et l'exécution de la loi des finances de la Cour des comptes ce 10 février 2016. Nous avons été reçus en audience sur notre demande par son Excellence pour d'abord le féliciter, lui présenter toutes nos félicitations et encouragements dans le cadre de son élection à la tête de la plus haute fonction législative et remettre officiellement aussi le rapport public que nous avons déjà remis à son Excellence le président du Faso, mais aussi remettre le rapport sur la loi de règlement, l'exécution des lois de finances 2013, qui sont un mandat pour nous, car la Constitution exige que la Cour des comptes, en fin d'année,
face à un rapport qui accompagne la loi de règlement qui est soumis au président de l'Assemblée. Nous avons été comblés tout simplement parce que son Excellence a reconnu la qualité du travail qui est fait, mais sauf que la suite n'était pas souvent donnée. Pour Noumoutié Herbert Traoré, la remise de ces différents rapports aux membres du Parlement leur permet d'avoir une idée sur la gestion des ressources de l'État. Le président de l'Assemblée étant le représentant élu du peuple, effectivement, à travers le rapport, permet d'avoir une idée au compte du peuple donc, de la gestion qui a été faite des ressources. Puisque vous savez qu'en début d'année, c'est le Parlement qui autorise le gouvernement à prélever les impôts et à effectuer les dépenses nécessaires pour le fonctionnement de la nation, surtout les investissements aussi. Donc à travers nos rapports, ça lui permet, surtout le rapport sur l'exécution des lois de finances, ça leur permet de voir, ça permet donc au Parlement de s'assurer que l'autorisation qu'elle a donnée en début d'année au gouvernement a été exécutée dans les règles de l'art et en respect des autorisations accordées en début d'année. Au sortir de cette audience, les membres de la Cour des comptes se disent rassurés de l'accompagnement du Parlement pour la mise en œuvre des recommandations. Et dans ce rapport 2014, la Cour des comptes a procédé au contrôle de la gestion et du fonctionnement des entreprises publiques et des projets de développement. Des irrégularités ont été soulignées au Bureau des mines de la géologie du Burkina, Boumijeb. D'autres entreprises ont été passées à la loupe. Le point avec Hassan Nakrou. Le contrôle des entreprises publiques et des projets et programmes de développement a occupé une grande partie dans le rapport de la Cour des comptes. D'abord, la Cour a planté le cap de son contrôle au niveau du Bureau des mines et de la géologie du Burkina Boumijeb, où la Cour a constaté des faiblesses, notamment des salaires indus à des gens qui n'étaient plus en activité au sein de l'établissement ou même des cas de malversation. Après le Boumijeb, c'est le plan décennal de développement de l'éducation PEDEB de recevoir la visite de la Cour des comptes. Des investigations ont été menées et il est ressorti que des ouvrages ont été mal réalisés, des écoles qui ont été détériorées en un temps record et des chantiers qui n'ont même pas encore démarré. Au niveau des marchés passés de gré à gré pour le compte des établissements publics de l'État, la Cour a souligné que certains marchés ont été effectués sans autorisation préalable et ne remplissent pas les conditions pour une passation de marché de gré à gré. L'exécution des marchés de gré à gré s'élevait à 45 407 766 francs CFA, soit 19,78% de l'ensemble des marchés de 2010, qui s'élevait à 229 605 758 francs CFA. Aussi, certains achats supérieurs à 1 million de francs CFA ont été effectués sans appel à concurrence et des achats publics inférieurs à 1 million de francs CFA ont été effectués sans demande de cotisation, chose que la Cour juge anormale et interpelle les dix commanditaires à respecter les dispositions de la réglementation générale des achats publics relative à la procédure de passation de marché. Le bilan de la participation des députés burkinabés à la session inaugurale de la 4e législature du Parlement de la CEDEAO a été présenté aujourd'hui. Et de ce bilan, on retiendra que le Burkina occupe 4 postes dans les organes du Parlement de la CEDEAO. Autre actualité, la Banque africaine de développement BAD prête à accompagner l'exécution du projet économique du Premier ministre Paul Kaba Thieba. L'annonce a été faite par Antoinette Batoumou-Bouira, représentante résidente de la BAD. Elle a été reçue cet après-midi par le président du Faso. Compte rendu, Ibrahim Zongo. La série des audiences se poursuit toujours au palais présidentiel de Kosiam. Et la personnalité à être reçue ce jeudi par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, est venue parler d'économie puisqu'il s'agit de la représentante résidente de la Banque africaine de développement. C'était essentiellement pour exprimer notre engagement à continuer à contribuer à soutenir le pays et tout spécifiquement dans certains domaines qui sont identifiés ou qui seront
mis en priorité au moment de la présentation du programme national de développement économique et social, et exprimer de la part de la Banque africaine de développement notre sympathie et notre soutien au pays et au gouvernement qui a été mis en place récemment, comme vous le savez. Au sortir de cette audience, la BAD a affiché sa volonté d'accompagner le programme économique du gouvernement tel que dévoilé par Paul Kabatiba. Comme vous savez, la Banque africaine de développement est un partenaire important du Burkina Faso. C'est sa banque en fait, et nous sommes présents depuis plusieurs années. Donc c'était également pour voir un petit peu avec le nouveau programme qui a été décliné notamment dans la politique générale de son Excellence le Premier ministre, dans quelle mesure la Banque africaine de développement pouvait appuyer les piliers qui ont été identifiés. Et fort heureusement, nous nous sommes rendus compte d'ailleurs que la plupart de ces piliers sont déjà des axes et des secteurs dans lesquels nous travaillons. La Banque africaine de développement, pour rappel, intervient au Burkina Faso depuis 1970 dans les secteurs des transports, de l'énergie, du social, de la gouvernance et enfin de l'eau et l'assainissement qu'elle a pu financer à hauteur de 972 milliards à ce jour. Parlons à présent santé. Au vu de la prolifération des écoles de santé au Burkina, le gouvernement veut y mettre de l'ordre. Le gouvernement compte harmoniser les formations et éditer des normes standards imposables et respectées par toutes les écoles de santé. Les autorités ont aussi exprimé leur souhait de voir les crises au sein des écoles de santé publique être résolues. Le Conseil des ministres a également pris d'autres décisions pour ce qui concerne l'amélioration du secteur de la santé dans ce pays. Le point avec Joël Zoundi. Les mérites et les prouesses de la médecine traditionnelle reconnus et salués par le gouvernement du Burkina. Le Conseil des ministres, en s'asseyant du mercredi, a décidé de l'élaboration d'un plan stratégique de développement de la médecine moderne et traditionnelle pour les prises en compte et leur promotion. Santé, le Conseil a adopté un plan stratégique qui concerne la médecine et la pharmacopée traditionnelle. C'est un plan qui doit permettre de renforcer notamment la médecine et la pharmacopée traditionnelle dans l'usage qu'on en fait et de mieux participer à la promotion de produits. Il faut rappeler que dans le cadre notamment de cette médecine et de cette pharmacopée traditionnelle, un médicament, notamment celui qui concerne la drépanocytose, a été mis en exergue. Donc le Conseil encourage la mise en œuvre de cette stratégie-là et un plan sur les années 2017 et 2020 sera présenté par le ministre en charge. Aussi, en vue du foisonnement des écoles et instituts de formation en santé, le gouvernement veut mettre de l'ordre afin d'harmoniser les formations et d'éditer des normes standards imposables et respectées par toutes les écoles de santé. Une question très importante des établissements de santé publique qui connaissent une floraison et des difficultés notamment quant aux qualifications et au niveau de formation. Le Conseil a instruit donc le ministre en charge de faire une étude pour pouvoir faire remonter le niveau d'ensemble des formations et donc de regarder également les niveaux de performance afin que des décisions soient prises quant à la ratification de toutes ces écoles-là à des normes qui permettent d'avoir un seuil de santé acceptable. Le Conseil des ministres, au dire du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, des instructions ont été données au ministre de la Santé pour la résolution sans délai de la crise qui secoue les écoles de santé publique du Burkina. Et pour une meilleure contribution à la réunion internationale de l'Organisation d'Afrique francophone pour le renforcement du système de santé et de vaccination, plusieurs organisations se sont réunies ce matin à Ouagadougou. Des précisions avec Ibrahim Zongo. Les 24 et 25 février prochains, plus de 500 militants et experts, ainsi que des dirigeants politiques intervenant dans le domaine de la santé, se réuniront à Addis Abeba en Éthiopie pour discuter des questions liées à la vaccination en Afrique. En prélude à cette conférence qui réunira les experts de l'OAFRES, l'Organisation d'Afrique francophone pour le renforcement du système de santé et de la vaccination, les organisations non gouvernementales membres se sont rencontrées à Ouagadougou ce mercredi 10 février 2016 pour en parler. Il aura pour objectif de déterminer les meilleurs moyens de faire progresser la vaccination à travers l'Afrique pour chaque enfant, pour que chaque enfant ait accès au vaccin dont il a besoin. La réunion ministérielle sera également précédée d'une journée société civile qui réunira une centaine de représentants du Nord et du Sud
et ses représentants discuteront de la meilleure façon de contribuer à la mise en place de systèmes de vaccination solides. Ce séjour en territoire burkinabé constituera une occasion pour les ONG membres de l'OAFRES de réfléchir sur la participation de la société civile à cette conférence. Nous sommes à Ouaga avec nos membres, un certain nombre de nos membres, pour réfléchir sur la participation des organisations de la société civile au CCIA, qui est le comité de coordination interagences mis en place par le gouvernement, un comité multipartite, société civile, partenaires financiers techniques et pouvoir public. Et nous sommes ici pour 2 jours pour réfléchir sur le rôle que doit vraiment jouer la société civile au sein de ce CCIA. Il faut souligner que ce sont en tout 25 organisations de la société civile nationale réparties dans 18 pays de l'Afrique francophone qui prendront part à cette conférence. Poursuivons sport pour le compte de la 12e journée du Face au foot. L'Union sportive de Ouagadougou et l'Étoile filante de Ouagadougou vont croiser les crampons demain au stade Dr Issoufou Joseph Konombo. Face à la presse ce jeudi, les entraîneurs des 2 équipes ont clairement affiché leur volonté de remporter le match. Un aperçu des schémas de jeu a été dévoilé. En culture, bientôt un audit de la gestion du bureau burkinabé des droits d'auteur BBDA. La décision a été annoncée aujourd'hui lors d'une rencontre entre le ministre de la Culture et les acteurs culturels. Tahirou Barry a prêté oreille attentive aux préoccupations des acteurs de la culture. Il a également eu une série d'échanges avec les promoteurs du tourisme et de l'hôtellerie. Des précisions avec Philippe Ada. C'est une journée bien chargée pour le ministre Tahirou Barry qui a entamé la série d'échanges directs, sans tabou et sans complexe entreprise, avec d'abord les acteurs de la culture autour des problèmes du secteur. À l'évidence, le nouveau chef du département de la culture, des arts et du tourisme veut établir un contact avec les acteurs de sa tutelle. C'est donc l'objet de cette rencontre et il est important de mettre en avant la volonté commune de construire une politique nouvelle qui permettra à tous les acteurs du domaine de la culture, des arts et du tourisme de se retrouver et de s'engager pleinement vers l'essor de ce secteur. Les acteurs culturels se félicitent du geste de leur ministre et bien évidemment l'attendent aux actes. Nous apprécions cette démarche de manière significative. Avec les différents changements intervenus dans notre pays, il est peut-être normal de repartir et de voir quelle politique culturelle, touristique et artistique nous devons mettre en place pour que la culture contribue de manière significative au développement de notre pays. Avec la situation sécuritaire du pays, c'est la grise mine dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, et les échanges entre Barry et les acteurs de ce secteur ont porté sur les voies et moyens pour relancer leurs activités. C'est juste, nous avons beaucoup d'attentes après justement cet attentat du 15. Et à l'heure actuelle, nous avons besoin du soutien de notre ministère, du gouvernement tout entier pour rapidement relever les défis. Le ministre, après avoir écouté les acteurs des secteurs de la culture, puis du tourisme et de l'hôtellerie, les a rassurés quant à sa volonté de travailler pour redorer le blason du secteur quelque peu touché par des crises, dont celle du Bureau burkinabé des droits d'auteur BBDA, où bientôt un audit sera commandité sur la gestion des 5 dernières années. C'est confirmé, la 13e édition du Festival international des masques et des arts Festima de Dédougou aura bien lieu cette année. Cette édition, prévue du 27 février au 5 mars 2016, sera axée sur la création d'infrastructures de la sauvegarde du masque. Le programme des activités a été dressé lors d'un point de presse ce matin. Plus de détails avec Philippe Ada. Le Festival international des masques et des arts de Dédougou aura bel et bien lieu du 27 février au 5 mars 2016. L'information a été portée à la connaissance des hommes des médias
par les organisateurs dans la matinée de ce 11 février. Il y a eu des doutes comme quoi le festival n'allait pas se tenir, mais c'est l'occasion pour dire que le festival aura bel et bien lieu donc, cette année. Et la 13e édition qui est prévue du 5 mars, donc, du 27 février au 5 mars 2016. 13e du genre, l'édition de 2016 coïncide avec la célébration des 20 ans de l'association pour la sauvegarde des masques asthma, promotrice du festival qui se tient sous le thème « Créer les infrastructures de sauvegarde du masque ». Et à ce titre, les innovations ne manquent pas. Vous aurez une parade de plus de 500 masques, des masques de feuilles, des masques de fibres, des masques de tissu également, des masques du Burkina Faso, des masques du Mali, des masques de la Côte d'Ivoire, des masques du Togo, des masques du Sénégal et des masques du Bénin. Nous allons également parler de la récompense, puisque Asama compte encourager les communautés à développer des stratégies endogènes de sauvegarde de leur patrimoine culturel immatériel. Donc les prix visent donc à demander aux communautés de faire le point de leur stratégie de sauvegarde, et Asama essaie donc d'accompagner des projets qui partent dans ce sens. L'événement va se tenir dans un contexte où la sécurité du pays est préoccupante, mais les organisateurs assurent les touristes et autres participants attendus. Nous avons déjà rencontré les forces de l'ordre. Nous avons rencontré les premiers représentants donc, du gouvernement, à savoir le gouverneur, où nous avons donc discuté pour voir dans quelle mesure, sinon par les éditions passées, les forces de sécurité et de défense ont toujours aux côtés de Asama et nous ont toujours appuyés. Donc pour ce qui est de la sécurité, on n'a pas à s'inquiéter. Le festival vise la sauvegarde des masques partant des cultures ancestrales africaines. Hors de chez nous, une attaque a visé ce jeudi un poste de douane près de Ombori, dans le nord du Mali. Le bilan fait cas de 3 morts, un douanier tué ainsi que 2 civils. L'attaque a suscité une grande émotion chez les habitants de la localité qui réclament davantage de sécurité. Elle s'est produite non loin du secteur de Mondoro, plus au sud, aux environs de la frontière avec le Burkina Faso. Et les États-Unis accusent le Rwanda de vouloir déstabiliser le Burundi. Cela en recrutant des réfugiés burundais pour l'enrôlement pour une opposition armée. Et bien avant Washington, les services de renseignement militaire congolais pointaient du doigt le rôle présumé du Rwanda dans la formation des nouveaux groupes rebelles burundais. À présent, de l'économie avec le déjeuner annuel de la BAD et des ambassadeurs aujourd'hui à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Durant son discours, le président de la BAD a déclaré qu'il faut éclairer l'Afrique pour accélérer son développement et freiner l'immigration. Selon lui, la consommation d'énergie par habitant en Afrique est le plus faible de tous les continents. Aussi, le taux de croissance moyenne de l'Afrique devrait s'établir autour de 4,4% en 2016. Et c'est cette information qui met fin à ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Très bonne suite de nos programmes.